Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir dans cette deuxième partie du cours d'accueillir Madame Mara Tillino, qui est maître d'enseignement et de recherche à la faculté de droit, qui est une spécialiste de droit international reconnue. Elle est la spécialiste juridique principale de la plateforme pour le droit international de l'eau au sein du Geneva Water Hub. Et vous avez déjà entendu parler de ce centre d'expertise qui est à Genève. Dans le contexte de ces activités pour le Geneva Water Hub, Mara Tillino est en charge, dispense des cours très appréciés en ligne, notamment le International Water Law and the Law of Transboundary Aquifers, qui existe en version anglaise, mais aussi en version française. Et puis, elle a été la juriste principale qui a permis de rédiger ces principes, ces lignes directrices qu'elle va évoquer. Madame Mara Tillino est invitée dans de nombreuses universités dans le monde pour enseigner en droit de l'eau, en droit de l'environnement ou dans d'autres domaines, notamment en Chine, mais aussi aux États-Unis, en Espagne ou en Italie. Et Mara Tillino est aussi conseillère juridique experte auprès d'États et d'organisations internationales, et notamment des institutions financières internationales. Alors, je soulignerai en dernier lieu qu'elle a reçu le prix Women Peace Builders for Water. Et je trouve que c'est un très beau prix qui lui a été décerné et je l'en félicite. Voilà, je vous remercie et je lui donne la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour moi d'intervenir au Collège de France dans le cadre de la chaire Avenir durable. Et aujourd'hui, je vais présenter un travail que j'ai eu le plaisir de superviser au sein du Geneva Water Hub. Et donc, je vais, dans un premier temps, aborder les contextes et les raisons pourquoi on a voulu aborder et développer une liste des principes sur la protection des infrastructures hydrauliques. Et puis, je vais vous donner des exemples en matière pour définir les contenus de ces documents. Donc, il s'agit d'un document qu'on peut dire des droits mous, des soft law, mais en même temps, ces documents en fait incluent des obligations qui sont des natures coutumières parce qu'en fait réaffirment des obligations qui sont contenues dans les conventions de Genève et en particulier dans les protocoles additionnels. Et donc, dans les documents que je vais présenter, si vous aurez l'envie de les lire, vous pourriez voir vraiment la différence qui est faite dans l'utilisation même des verbes entre les parties au conflit doivent ou devraient lorsqu'on parle en fait des recommandations. Et donc, tout d'abord, je vais vous montrer un peu la relation entre l'eau, la paix et la sécurité internationale, en vous donnant aussi des exemples de comment les conseils de sécurité a abordé ces questions. Et par la suite, en fait, je vais plutôt me concentrer sur les principes de la liste de Genève qui vont au-delà du droit international humanitaire. Parce qu'en fait, je pense que la valeur ajoutée de ces documents, c'est vraiment de voir les liens qu'on a faits entre les droits internationaux humanitaires et d'autres domaines du droit international. Donc, en fait, la liste des principes de Genève est liée à la mise en œuvre, le suivi de l'une des recommandations du panel global sur l'eau et la paix, donc intitulé Une question de survie, qui a été publié en 2017. Et ce qui est intéressant vraiment dans ces rapports, c'est qu'il y a tout un chapitre sur l'eau ce qu'on dit l'eau dans les abysses, l'eau dans les conflits armés. Et en fait, c'est quelque chose, on peut dire, de nouveau, parce que normalement, quand vous lisez ces documents concernant l'eau, les droits internationaux, mais en général les ressources en eau, on met beaucoup l'accent
sur la coopération, non, comment l'eau peut amener voilà, la coopération, les dialogues entre les États, mais en fait on a du mal à aborder la question des conflits armés. Parce que ça, en fait, ça ramène aussi des questions politiques qui peuvent être difficiles à discuter aussi dans un cadre multilatéral. Et donc, je pense que ces documents a eu vraiment, les panélistes ont eu du courage à amener pour la première fois ces sujets. Et dans quelques semaines, on aura une conférence de l'ONU sur l'eau. Et pour la première fois, dans un cadre multilatéral, on discutera aussi de la protection de l'eau dans les conflits armés. Et je pense que là aussi, c'est l'un des résultats que le panel global sur l'eau et la paix a su amener. Et donc, comme une des recommandations du panel global sur l'eau et la paix, c'était justement d'améliorer et comment on peut améliorer la protection de l'eau en temps de conflits armés. Donc, c'était l'une des recommandations faites par les panels. Et donc, les Geneva Water Hub étaient les secrétariats de ces panels. Et donc, on a voulu réfléchir sur comment on pouvait mettre en œuvre cette recommandation. Et donc, on a en fait eu plusieurs réunions et discussions avec des organisations comme l'UNICEF ou le Comité international de la Croix-Rouge et pour voir comment on pouvait développer cette recommandation. Et donc, on a élaboré une liste des principes, une liste des principes. Donc, ces documents incluent 23 principes. Et il y a en fait un élément que je voudrais souligner, je l'ai déjà fait, donc c'est qu'on reprend des dispositions des droits international humanitaires, mais on va aussi au-delà de ces normes. Et donc, vous verrez dans ces documents, en fait, on a en premier lieu, par exemple, l'un des premiers principes, c'est la reconnaissance du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement. Donc, on a voulu vraiment mettre l'accent, comme dans le cadre des conflits armés, les premiers éléments à prendre en compte, c'est assurer ces besoins vitaux de la population. Et donc, quel est un peu les contextes qui a amené la réflexion? Donc, j'ai déjà mentionné le panel global sur l'eau et la paix, mais c'est aussi, c'est qu'en fait, il y a eu dans les années de 2010 donc, par l'utilisation de l'eau comme arme de guerre. Donc, justement, on a eu ces cas de prise de contrôle des barrages sur les Tigres et l'Euphrate par des acteurs non étatiques, par l'ISIS. Et donc, on s'est trouvé effectivement confronté à cet enjeu, mais comment on peut assurer une meilleure protection de ces infrastructures hydroélectriques dans des situations qui ne rentrent pas vraiment dans les droits internationaux humanitaires, car il n'y avait pas eu une destruction des ouvrages hydroélectriques, des barrages, mais seulement une prise de contrôle. Donc une prise de contrôle, bien sûr, qui menaçait la population, mais il n'y avait pas eu un dommage direct à l'infrastructure. Et donc on s'est posé la question à comment on peut prendre en compte aussi ces situations. Et de l'autre côté, aussi un autre élément justement on a vu avec les cas de l'ISIS, mais aussi dans d'autres contextes et conflits armés, c'est la prise en puissance des acteurs armés non étatiques. Et donc en fait on a des règles non spécifiques qui s'appliquent dans le cadre du conflit armé international. On a des règles spécifiques qui s'appliquent dans le cadre du conflit armé non international. Mais là, on peut dire que la doctrine va plutôt dans le sens de chercher à uniformiser ces deux régimes applicables. Et spécialement, c'est le cas dans le contexte de la protection des infrastructures hydrauliques, mais par exemple dans le cadre de l'environnement,
encore on peut remarquer une différence entre les deux régimes applicables. Un autre élément aussi qui a été à la base de cette réflexion, c'est l'utilisation d'armes explosives dans les villes. Et donc, ces types d'armes explosives peuvent nous provoquer des impacts à long terme cumulatifs, on les appelle aussi impacts à cascade, parce qu'en fait, je vous montrerai tout à l'heure, les infrastructures civiles sont vraiment non connectées les unes avec les autres, par exemple les centrales électriques avec l'approvisionnement en eau potable ou encore avec le traitement des eaux usées. Et cela nous contribue bien sûr à l'agriculture ou à approvisionner en eau les hôpitaux. Et donc tout est lié. Et l'énergie et l'eau est vraiment au cœur donc des impacts qu'on peut avoir à la suite de l'utilisation des armes explosives. Et l'année dernière, on a eu en fait une déclaration politique qui a été adoptée sur l'égide de l'Irlande, où justement on recommande, encore on est au niveau des recommandations et des documents politiques, de limiter l'utilisation de ce type des armes, et on reconnaît aussi dans la déclaration donc l'impact sur les infrastructures et l'environnement. Et par la suite, donc, on peut voir aussi un rôle vraiment du Conseil de sécurité dans ces domaines. Donc en 2016, on a eu une première réunion informelle sous l'égide du Sénégal sur l'eau, la paix et la sécurité. Si vous regardez les procès-verbaux de ces discussions, c'est intéressant de voir comment l'un des domaines d'intervention des États, c'était sur la nécessité de protéger les installations en eau et aussi les cours d'eau internationaux des effets des conflits armés. Et par la suite, donc en 2021, plus récemment, on a eu donc une résolution qui a été donc adoptée de manière unanime par les 15 membres du Conseil de sécurité, donc notamment aussi par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc pour éviter, réduire les attaques contre les infrastructures civiles et aussi les liens entre les attaques à ces infrastructures et par exemple la famine qui peut être causée parmi la population civile, qui est prohibée par les droits internationaux humanitaires, et c'est un crime de guerre aujourd'hui, tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux. Justement, en 2019, le statut de la Cour pénale internationale a été amendé pour inclure les crimes donc, de la famine aussi dans les contextes des conflits armés non internationaux. Et donc, je voudrais vous donner ici un exemple de l'inondation de la vallée d'Irpin. Donc là, en fait, c'était au début du conflit, donc de l'agression de l'Ukraine. Et là, en fait, on voit comme l'eau peut être utilisée comme une arme offensive, mais aussi défensive. C'est-à-dire, dans ces cas, en fait, les Ukrainiens, pour stopper l'avancée des troupes russes vers la capitale, Kiev, ils ont donc ouvert les barrages pour ouvrir les bandeaux, pour faire écouler l'eau et donc bloquer l'avancée de l'armée, ce qui a été effectivement efficace. Mais en même temps, il y a eu donc des cas au niveau des impacts sur les terres agricoles et aussi des pollutions. Et donc,
en fait, d'un côté et d'un autre, il ne faut pas oublier que dans les droits internationaux humanitaires, il n'y a pas d'agresseur et d'agressé, les deux parties ont les mêmes obligations, et donc on peut voir l'utilisation de l'eau comme une stratégie pour empêcher l'avancée des troupes étrangères qui occupent les territoires. Et donc là, je vous donne voilà un peu la table des matières en fait de la liste des principes, et on a cherché vraiment à suivre un peu les modèles des documents des Nations Unies. Donc en fait, pour chaque principe, vous trouvez aussi des commentaires, et dans les commentaires de chaque principe, on explique vraiment s'il s'agit d'une obligation reprise par des textes conventionnels, si c'est du droit coutumier, si c'est plutôt une recommandation. On distingue également s'il s'agit d'une norme applicable au cas du conflit armé international ou non international. Et donc l'une des premiers éléments a été en fait pour les juristes, c'est très important les définitions, et donc l'une des premières choses qu'on s'est trouvé à devoir définir, c'était qu'est-ce que ça veut dire infrastructure hydraulique, donc quel est le champ d'application de ces documents. Et donc en fait on couvre deux typologies d'infrastructures qui sont donc les installations d'eau, les aqueducs, les pompes d'eau, les châteaux d'eau, mais aussi les infrastructures liées à l'eau. Et je pense que là, effectivement, c'est l'un des éléments les plus intéressants, parce que voilà, en fait, on parle aussi des centrales électriques, et qu'effectivement peuvent être souvent utilisées tant que pour des fins civiles que pour des fins militaires. Et donc nous, en fait, on s'intéresse, on protège, la liste des principes vise vraiment à protéger les infrastructures électriques, et au moment où il devient indispensable pour fournir l'eau potable à la population. Donc, dans une certaine mesure, on va au-delà du fait de la double utilisation, de l'utilisation à des fins civiles et à des fins militaires, pour dire, voilà, cette installation, cette infrastructure est indispensable pour le fonctionnement de l'infrastructure en eau et pour l'approvisionnement en eau potable de la population. Et donc, un élément de la liste des principes, donc au-delà d'inclure dans les champs d'application les infrastructures hydrauliques et liées à l'eau indispensable pour le fonctionnement des infrastructures hydrauliques, c'est aussi qu'on a cette approche temporelle, on peut dire globale. Donc on ne regarde pas seulement ce qu'il se passe pendant les conflits armés, mais aussi les liens avec l'avant et l'après. C'est-à-dire, déjà, en droit international humanitaire, bien sûr, la plupart des normes s'appliquent pendant les conflits armés, mais en fait, il y a des normes aussi qui s'appliquent avant et après. Et surtout dans l'avant, je voudrais mettre l'accent sur l'obligation des États partis aux conventions de Genève et au protocole additionnel de diffuser et promouvoir les droits internationaux humanitaires. Et cela, c'est une obligation très importante, parce que surtout dans les cas en fait, des attaques contre les infrastructures hydrauliques, c'est très important de promouvoir la connaissance des règles du droit international humanitaire avec les forces armées même, et donc avoir, par exemple, dans des formations, inclure les aspects liés à la protection de l'eau qui souvent ne font pas partie de ces formations. Et également, on peut se demander, mais comment on peut assurer
la diffusion, la promotion du droit international humanitaire avec des forces armées non étatiques. Donc, comment on parle non, avec des groupes armés non étatiques des dispositions du droit international humanitaire qui sont censées aussi appliquer. Et donc, bon, je voudrais mentionner un exemple d'une organisation qu'on a à Genève qui s'appelle l'Appel de Genève. Et cette organisation, justement, promeut vraiment les dialogues avec les forces armées non étatiques et pour promouvoir le respect des règles du droit international humanitaire. Et ils arrivent en fait à faire signer des documents avec les forces armées et les groupes armés non étatiques, où ces groupes armés non étatiques s'engagent à respecter les normes au moins fondamentales du droit international humanitaire, et cela est supervisé, disons, par les cantons de Genève. Donc il y a, disons, un tiers aussi qui est témoin de la signature de ces documents. Et donc la liste de Genève inclut cette approche temporelle de l'avant-guerre, du pendant et aussi de l'après. Par exemple, on a inclus un principe spécifique sur les accords de paix et l'importance d'inclure dans les accords de paix les questions relatives à l'eau. Et d'ailleurs, dans la réflexion de ces cours, je me dis que quand en 2014 il y a eu l'occupation de la Crimée, si on aurait pensé à des éléments relatifs à l'eau, peut-être on aurait déjà pu éviter des situations qu'on a eues vraiment au début de la guerre commencée l'année dernière, où il y a eu l'attaque par les forces russes de détruire justement un canal en Crimée qui a mené l'eau de la terre ferme à la Crimée. Et peut-être si au début de l'occupation on aurait pensé aussi à des éléments relatifs à l'eau, on aurait pu éviter l'aggravation du conflit. Et un élément aussi que la liste des principes veut promouvoir, c'est une approche préventive. C'est-à-dire une approche préventive, on doit chercher, donc, lorsqu'on réduit, on cherche à éviter les impacts sur les infrastructures hydrauliques. On va promouvoir aussi une approche préventive parce que, en fait, la reconstruction, la réparation des infrastructures hydrauliques, c'est une tâche énorme qui prend des années, qui, au fur et à mesure du prolongement du conflit, c'est de plus en plus difficile. Et donc, l'effet de prévenir les attaques contre les infrastructures hydrauliques pourrait aussi faciliter la reconstruction. Et bien sûr, l'approche préventive, ça veut dire aussi de prévenir des violations des droits humains de la population, donc du droit à l'eau potable, mais aussi du droit à la vie, à la dignité, à la santé. Et donc, dans la liste des principes, on cherche vraiment à avoir cette approche systématique sur les droits applicables aux infrastructures hydrauliques, avec donc des principes liés au droit international humanitaire, mais aussi au droit international relatif aux droits humains, les droits internationaux de l'environnement et les droits internationaux de l'eau relatifs aux cours d'eau internationaux. Et donc, je vais partir par les droits internationaux humanitaires pour vous illustrer, seulement à titre d'exemple, une des faiblesses du droit international humanitaire, et donc pour justifier aussi notre approche, justement dans la liste des principes, d'inclure d'autres dimensions du droit international. Et donc, nos deux normes fondamentales dans la protection de l'eau en temps de conflits armés, ce sont deux règles qu'on retrouve dans les protocoles 1 et 2 aux conventions de Genève.
Donc, protection des biens indispensables à la survie de la population civile. Ici, cette disposition dérive de la prohibition de la famine et on protège expressément les installations d'eau. Et cependant, au moins dans le protocole 1, donc en matière de conflits armés internationaux, il y a des exceptions. Donc il y a des exceptions qu'il faut dire, elles sont bien réglementées par les droits internationaux humanitaires, donc vraiment ça doit remplir des conditions précises. Mais voilà, vous trouvez ici donc cette interdiction donc d'attaquer les biens indispensables à la survie de la population civile cesse si la source d'eau est utilisée seulement pour les seuls membres des forces armées. Donc, bon, vous pouvez lire en fait dans les commentaires au protocole de Genève que cette situation est assez rare parce que voilà, avoir une source d'eau qui est seulement utilisée pour les forces armées, c'est quand même une situation assez spécifique, donc elle n'est pas, on ne l'a pas très souvent. Ou une autre possibilité est si l'eau, cet approvisionnement est utilisé comme appui direct d'une action militaire. Donc ici, ça serait, voilà, pas seulement le fait d'être utilisé par les forces armées, mais aussi comme appui direct d'une action militaire. Et là aussi, on a une situation qui est assez définie, mais voilà, j'ai voulu vous montrer en fait deux cas, en particulier dans le contexte d'un conflit armé international, où il y a des faiblesses qui pourraient effectivement justifier une attaque contre une infrastructure hydraulique. Et la deuxième situation, donc la deuxième disposition qui protège des infrastructures liées à l'eau, ce sont les installations contenant des forces dangereuses, donc ce sont les barrages et les digues. Et là, donc, vous trouvez également une exception, que c'est lorsque ces barrages ou ces digues sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct. Donc ici, vous trouvez ces trois adjectifs doivent être remplis de manière cumulative, donc appui régulier, important et direct qui doit être prouvé par l'État, la partie du conflit armé qui lance une attaque contre un barrage. Et aussi, deuxième condition, c'est si de telles attaques sont les seuls moyens pratiques de faire cesser cet appui. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un appui régulier, important et direct, mais aussi cette attaque doit être les seuls moyens pratiques pour faire cesser cet appui. Donc, vraiment, on a plusieurs conditions à remplir dans ces cas. Et donc, c'est une limitation, c'est bien encadré, mais voilà, on a quand même des lacunes, des vides qui pourraient être remplis par d'autres règles juridiques. Et donc voilà ce qu'on a voulu vraiment apporter par la liste des principes. Donc, mon premier exemple que déjà j'ai mentionné, c'est concernant les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Donc ici, on s'est vraiment appuyé sur les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme pour la reconnaissance de ces droits. Bon, nous, on utilise les pluriels. Donc, on distingue les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement, mais ils sont vraiment liés et souvent vous les trouvez aussi mentionnés comme un seul droit. Et un deuxième principe où en fait on va vraiment vers la recommandation et l'ex ferenda, donc le développement du droit, c'est la protection de l'environnement. En fait, dans le cadre de la protection de l'environnement,
les droits internationaux humanitaires, on doit les dire, c'est faible, non, parce qu'en fait, il n'empêche que les dommages étendus, durables et graves, donc ce seuil est très, très élevé. Et donc, nous, dans la liste des principes, on a voulu faire une recommandation, en fait, d'utiliser les mêmes critères, les dommages significatifs qu'on utilise aussi en droit international de l'environnement et droit international de l'eau. Et donc là, il s'agit d'une recommandation qu'on a voulu faire, mais on pense qu'en fait, vu les connaissances qu'on a de plus en plus sur les impacts sur l'environnement, ça devrait être celui-ci les critères à utiliser. Par la suite, les accords de paix. Donc, dans les accords de paix, en fait, on a fait là aussi une recommandation à inclure les aspects relatifs au principe de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau et également de respecter les droits humains à l'eau potable des populations qui sont parties aussi prenantes d'un accord de paix. Et par la suite, pour vous donner d'autres exemples, là, il s'agit plutôt d'exemples pour vous démontrer l'approche temporelle qu'on utilise dans la liste des principes. Donc, les principes vont qui, en fait, soulignent l'aspect des mécanismes et commissions conjoints. Donc, mécanismes et commissions conjoints, ce sont les organismes des bassins mis en place sur les cours d'eau internationaux. En fait, on a des exemples dans la pratique où ces organismes sont vraiment restés résilients aux conflits armés. Ils ont été en fait les seuls espaces de dialogue restés parmi des parties en conflit. Notamment, on a l'exemple de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal entre le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi après un conflit armé, la mise en place des commissions de bassins comme la commission sur la rivière Saba a été le premier mécanisme qui a été mis en place à la suite de la guerre dans la région balkanique. Donc un mécanisme qui assure les dialogues pendant la guerre et qui permet de reconstruire la paix après un conflit armé. Et le principe 21, donc, qui est plutôt lié en fait à une recommandation de reconstruire, remettre en état les infrastructures hydrauliques. Là, en fait, un élément intéressant de ces principes, c'est qu'on parle aussi de l'importance que les humanitaires, les ingénieurs humanitaires aient accès à l'équipement nécessaire pour reconstruire les infrastructures. Par exemple, les chlores ou des équipements spécifiques peuvent faire l'objet des sanctions et ne pas pouvoir aller dans les territoires où la reconstruction d'une infrastructure est nécessaire. Et par la suite, les principes 22, donc on a voulu inclure aussi les opérations de maintien de la paix pour avoir donc dans les mandats des opérations de maintien de la paix des fonctions spécifiques liées à la reconstruction des infrastructures hydrauliques. Donc voilà, on arrive à la conclusion. Donc on a lancé la liste des principes en 2019, donc ce n'a été que le début de la réflexion, parce qu'en fait, voilà, maintenant on a un peu un document qui systématise ces régimes, mais il y a énormément à faire pour chercher à avoir un impact concret et direct. Et donc, le premier élément, en fait, la première chose qu'on a voulu faire à la suite de la publication de ces principes est de voir si ces principes étaient quelque chose qu'on retrouvait seulement dans des instruments internationaux ou aussi dans des pratiques nationales, par exemple les manuels militaires des États. Et donc, en fait, on a retrouvé, comme la plupart des principes, surtout bien sûr en droit international humanitaire, on les retrouve aussi dans les pratiques nationales. Et donc, pour nous, pour les Geneva Water Hub et la plateforme, et ça devient aussi un élément pour
parler avec les États et dire voilà, mais vous avez dans vos pratiques militaires des éléments concernant qui ont été inclus dans la liste des principes. Et par la suite, non, les deux autres éléments, les trois autres éléments qu'on veut développer, c'est de voir non, comment les attaques contre les infrastructures hydrauliques sont surveillées. Donc il y a déjà des mécanismes existants, mais ils sont très éparpillés. C'est difficile en fait d'avoir une vision claire sur les différentes attaques dans les différents conflits. Donc l'UNICEF a un rôle important pour collecter ces informations, aussi les comités internationaux de la Croix-Rouge, mais pour les CSR, c'est plus difficile à cause de la confidentialité aussi des informations. Et par la suite, donc, à côté des mécanismes de surveillance, on veut aussi développer un volet plutôt lié aux mécanismes des sanctions. Donc, voir en fait comment l'eau a été inclus, la protection de l'eau pendant les conflits armés a été inclus dans de la pratique existante, et par exemple des mécanismes régionaux des droits de l'homme, mais aussi la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Donc, vraiment, on veut faire une recherche systématique sur la pratique internationale existante et les liens avec l'eau pour pouvoir identifier donc quels sont les mécanismes de sanctions qu'on peut utiliser en cas d'attaque ou de destruction de ces infrastructures. Et puis par la suite, on se demande voilà, si on pourrait mettre en place un mécanisme spécifique sur la protection des infrastructures hydrauliques, donc qui aurait probablement une partie plutôt surveillance, collecte des données, plutôt qu'avoir un rôle des sanctions. Il s'agirait plutôt vraiment d'avoir à disposition les informations sur ces attaques et éventuellement aussi jouer un rôle de facilitation pour approcher les parties. Et donc avec cela, voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci.